Pour mon 36e anniversaire, ma sœur Solange a apporté un gâteau. Sur le glaçage rose fluo, il était écrit « Joyeux anniversaire à la plus grande déception de la famille ». Et tout le monde a ri. Ma mère, mon frère, même mon père a esquissé un sourire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Mais pendant qu'il riait, je rassemblais mentalement chaque fichier volé, chaque email secret, chaque mensonge financier. Mon sourire était un masque. Derrière ce masque, je préparais la fin. J'ai tout envoyé au magazine Capital. Une semaine plus tard, leurs rires se sont transformés en un silence de mort. Ceci est l'histoire de ce silence. Bonjour à tous, je m'appelle Isor. Avant de plonger dans les détails de cette soirée, de ce week-end qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une histoire très personnelle, et le fait de savoir que nous sommes connectés, où que vous soyez, m'aide beaucoup. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous êtes connectés, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, commençons par le début. Tout a commencé un vendredi après-midi, dans le TGV qui filait de Lyon, où je vis, vers Angers, où j'ai grandi. J'ai 36 ans. Je suis stratège pour un fonds d'investissement en biotechnologie. C'est un travail compliqué qui paie bien, un travail qui demande toute mon attention et toute mon énergie. Je suis la réussite financière de la famille. Je suis aussi célibataire, sans enfant, et selon les standards de ma mère, Josiane, je suis compliquée. C'est son mot préféré pour moi. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas mère, je suis compliquée. En vérité, je suis la brebis galeuse. Ce dîner d'anniversaire, c'était mon idée. Encore une de mes stupides idées. J'avais passé un an sans les voir. Un an entier de paix relative, un an sans les piques de ma sœur Solange, un an sans les demandes d'argent à peine voilées de mon frère Valentin, un an sans les soupirs déçus de ma mère. Mais la culpabilité est une chose tenace. Elle vous ronge de l'intérieur, elle vous murmure que vous êtes une mauvaise fille, une mauvaise sœur. Alors j'ai appelé. J'ai réservé un salon privé dans leur restaurant préféré à Angers, le Clos Rustique. Un endroit avec des poutres apparentes et des nappes trop épaisses, qui se veut authentique. J'ai tout payé d'avance par carte de crédit. Le menu dégustation à 5 services, les vins, même les centres de table. Une tentative de plus. Une dernière tentative, même si je ne le savais pas encore, de prouver que j'étais, peut-être, pas si compliqué que ça. En descendant du train à la gare Saint-Lô, l'air frais d'Angers m'a frappé. C'était différent de Lyon. Plus lent. Plus lourd. J'ai senti cette tension familière s'installer dans ma poitrine, ce nœud dans l'estomac que je ne ressens qu'ici. C'est l'angoisse de la régression. La peur de redevenir la petite Isor, celle qui n'est jamais assez bien. Pourquoi est-ce que j'essaie encore? C'est la famille, n'est-ce pas? C'est ce que je me dis depuis 10 ans. C'est l'excuse que j'utilise pour encaisser les coups, pour pardonner l'impardonnable, pour revenir encore et encore vers des gens qui semblent prendre plaisir à me voir échouer, ou du moins, à me rappeler que ma réussite est une anomalie, une sorte de trahison. J'avais 36 ans. J'étais fatiguée d'essayer. J'ai pris un taxi pour le restaurant. En chemin, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de « bon anniversaire » de leur part. Bien sûr que non. J'ai rajusté mon manteau, préparé mon sourire, celui que je réserve pour eux. Le sourire poli, distant, qui ne montre rien, qui dit « tout va bien ». J'ai poussé la porte lourde du « Clos Rustique ». Le silence est tombé quand je suis entrée dans le salon privé. La pièce était chaude, éclairée à la bougie, mais j'ai eu l'impression d'entrer dans un congélateur. Le spectacle pouvait commencer. Ils étaient tous là, installés comme s'ils m'attendaient pour commencer le procès. L'ambiance n'était pas festive. Elle était lourde, tendue, comme avant un orage. Solange, ma sœur aînée, coach de vie, autoproclamée sur Instagram, a levé son verre de vin blanc. Ah, te voilà enfin. On a failli commencer sans toi. Tu as l'air fatigué, Isor. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un diagnostic. Une pique. Le TGV était en retard, ai-je menti, en m'asseyant. Valentin, mon frère,
administrateur informatique qui n'avait jamais réussi à lancer sa propre entreprise, malgré plusieurs tentatives coûteuses, n'a pas levé les yeux de son téléphone. Il a juste grogné un « salut ». Il m'en voulait toujours. Je reviendrai sur pourquoi. Ma mère, Josiane, inspectait la table avec un air pincé. « Tu as choisi ces fleurs ? C'est un peu morne, non ? Des roses blanches, pour un anniversaire ? Ce sont des roses crème, maman. » Mon père, Didier, comptable à la retraite, était assis au bout de la table, déjà en train d'attaquer la corbeille de pain. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, a hoché la tête, et a recommencé à mâcher. Le silence de mon père. C'est peut-être la chose la plus bruyante dans ma famille. C'est un silence complice, un silence qui approuve. Le dîner s'est déroulé comme une pièce de théâtre que je connaissais par cœur. J'ai posé des questions sur leur travail, leur santé. Solange a monopolisé la conversation pendant 20 minutes pour parler de sa dernière retraite de guérison par les cristaux, une arnaque à 500 € le week-end qu'elle vendait à des femmes désespérées. Valentin s'est plaint de son patron, un incompétent. Ma mère a critiqué ma coupe de cheveux. C'est très moderne. Tu ne portes plus de couleur ? Le noir te durcit. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai commandé une autre bouteille de Sancerre. J'ai payé. C'était mon rôle. La fille, compliquée, qui réussit et qui paie. Et puis, le moment est arrivé. Le serveur, l'air un peu gêné, a baissé les lumières. J'ai senti un petit sursaut d'espoir. C'était stupide, je sais. Mais j'avais commandé un gâteau magnifique. Un entremets citron yuzu et feuilles d'or, d'une pâtisserie de luxe du centre-ville. Quelque chose d'élégant, de raffiné. Un petit morceau de ma vie à Lyon, ici à Angers. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Solange s'est levée, rayonnante, un sourire carnassier sur le visage. J'ai pris les choses en main, a-t-elle annoncé. Elle a suivi le serveur, qui portait un gâteau que je n'avais jamais vu. Il était rose. Un rose fluo, presque violent. Le glaçage était grossier, dégoulinant sur les côtés. Et en grosses lettres blanches, écrites à la va-vite, il y avait cette phrase. Joyeux anniversaire à la plus grande déception de la famille. Il y a eu une seconde de silence total. Un silence où le monde s'est arrêté. J'ai cru que j'hallucinais. J'ai cru que c'était une erreur, que le serveur s'était trompé de table. Et puis, Valentin a éclaté de rire. Un rire gras, bruyant, qui a fait trembler la table. Il a failli s'étouffer. Ma mère, Josiane, a gloussé derrière sa main, comme une adolescente. Oh, Solange, tu es terrible. Vraiment, quelle idée. Solange a fait une petite révérence, savourant son triomphe. Oh, ça va. C'est juste une blague. Tu sais qu'on t'aime, Isor. Il faut bien rire un peu. Une blague. Ce mot. Le mot qu'ils utilisent comme un bouclier pour couvrir la cruauté. Le mot qui efface l'intention. Le mot qui me force à accepter le poison en souriant, sinon je suis celle qui n'a pas d'humour. J'ai regardé le gâteau. J'ai regardé Solange. J'ai regardé Valentin. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père, qui détournait les yeux, gêné, mais silencieux. Toujours silencieux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai souri. Mon meilleur sourire de performance. Merci, Solange, ai-je dit, ma voix parfaitement calme, presque glaciale. C'est mémorable. Je me suis levée. Excusez-moi, je dois passer un appel. Je suis sortie du salon. J'ai marché jusqu'à la réception, mes talons claquant sur le parquet. Le jeune manager m'a regardé, inquiet. Bonsoir, ai-je dit. Petite question. J'avais commandé un gâteau au yuzu pour la table 12. Qui a modifié ma commande? Il a tapoté sur sa tablette, l'air embarrassé. Une dame a appelé hier. Une certaine Solange, votre sœur, je crois? Elle a dit que c'était une surprise de dernière minute, que vous aviez changé d'avis. Bien sûr, ai-je dit. Merci. Je suis sortie du restaurant.
L'air froid de novembre m'a giflé le visage. Je tremblais, mais pas de froid. Je me suis appuyée contre le mur de pierre. Je n'allais pas pleurer. J'allais documenter. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application « Notes ». J'ai créé une nouvelle note. Titre, le dossier. Ligne 1, le gâteau. Solange. Josiane et Valentin complices. Je suis retournée à l'intérieur, mon sourire de performance remis en place. Ils mangeaient le gâteau de ma honte. Et ce n'était que le début de la soirée. Je me suis rassise. Valentin en mangeait une grosse part, du glaçage rose au coin des lèvres. Franchement, il n'est pas mauvais. Tu rates le meilleur, a-t-il dit, la bouche pleine. J'en doute, ai-je répondu. Je n'ai pas touché au gâteau. J'ai bu une gorgée de Sancerre. Le vin était acide. Ou peut-être que c'était juste le goût dans ma bouche. Puis Valentin a fouillé dans son sac à dos, posé par terre à côté de lui. Ah, j'allais oublier ton cadeau. Il a fait glisser un paquet mal emballé sur la table. Le papier cadeau était froissé, visiblement réutilisé. Je l'ai ouvert. Je savais que ce ne serait pas bon. Avec Valentin, ça ne l'est jamais. C'était un livre. Un livre de poche bon marché. La couverture était jaune vif, criarde. Le titre, en lettres noires grasses, Comment ne pas finir seul et aigri, le guide de la réussite sociale après 30 ans. Le silence, cette fois, était différent. Ce n'était plus de la surprise. C'était de l'attente. Ils attendaient ma réaction. Solange a pouffé dans sa serviette. Valentin me regardait avec un sourire en coin, provocateur. Ce n'était pas une blague. C'était une attaque. Ciblée. Personnelle. Et je savais exactement d'où elle venait. Ce n'était pas seulement parce que j'étais célibataire. C'était plus profond. J'ai eu un flashback instantané. Il y a 5 ans. Valentin était venu me voir à Lyon, dans mon appartement. Il avait un projet génial, une énième application de livraison de quelque chose. Il voulait que j'investisse. Il ne voulait pas un prêt. Il voulait 50 000 €. De ma part. J'ai passé 3 heures à éplucher son plan d'affaires, qui tenait sur 4 pages. C'était un désastre. Aucune étude de marché, des projections financières délirantes, aucune analyse de la concurrence. J'ai refusé. Poliment. J'ai dit, Valentin, l'idée de base est intéressante, mais le plan n'est pas viable. Je ne peux pas investir 50 000 € là-dedans. Par contre, je veux bien passer le week-end à travailler dessus avec toi, à le restructurer, à te montrer comment faire une vraie analyse. Il était devenu furieux. Tu te prends pour qui? Tu es arrogante. Tu n'es qu'une connasse arrogante qui garde tout son pognon pour elle. Tu ne veux pas que je réussisse. Quelques jours plus tard, ma mère m'avait appelé. Le coup de grâce. Isor, je suis tellement déçue. À quoi sert tout ton argent si tu ne peux pas aider ta famille? Tu laisses ton frère tomber. C'est égoïste. J'avais essayé d'expliquer la différence entre aider et financer un échec certain. Elle n'avait rien voulu entendre. C'est la famille. Ce livre, Comment ne pas finir seul et aigri, c'était sa vengeance. 5 ans plus tard. C'était sa façon de dire, tu as peut-être ton argent, mais tu es seul. C'est moi qui ai raison. J'ai regardé la couverture. J'ai levé les yeux vers Valentin. Merci, Valentin. C'est très attentionné. J'ai posé le livre à côté de mon assiette, sur ma serviette. À cet instant, ma cousine Léonie, qui était assise plus loin, elle avait été invitée par ma mère pour faire le nombre, s'est levée pour aller aux toilettes. Léonie a toujours été la gentille, celle qui reste en marge. En passant derrière moi, elle a glissé son téléphone dans ma main, sous la table. Son écran était allumé. Regarde, a-t-elle chuchoté, avant de continuer son chemin. J'ai baissé les yeux. C'était une capture d'écran d'un groupe WhatsApp. Le nom du groupe, Les Angevins. Je n'étais pas dedans. Bien sûr. Il y avait un message de Josiane, ma mère, envoyé plus tôt dans la journée, bon, c'est le grand soir.
J'espère qu'Isor ne va pas nous plomber l'ambiance avec ses airs supérieurs et ses discussions de boulot compliquées. Valentin avait répondu, t'inquiète. Elle plombe toujours l'ambiance. On a l'habitude. J'ai son cadeau, ça va la détendre. Solange avait mis un emoji, pouce en l'air, et un. Mon père n'avait rien dit. Comme d'habitude. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'avais l'impression de tomber. Ce n'était pas une simple cruauté impulsive. Ce n'était pas juste un frère rancunier. C'était coordonné. C'était un sport d'équipe. Ils avaient planifié ça. Léonie est revenue et a repris son téléphone d'un geste discret. Elle m'a lancé un regard désolé. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Quand la cruauté n'est pas un accident, mais une stratégie de groupe? Quand votre propre mère est l'instigatrice? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi. Auriez-vous fait une scène? Auriez-vous renversé la table? Où seriez-vous parti? Moi, je n'ai rien fait. Pas encore. J'ai pris mon téléphone sous la table. J'ai ouvert ma note, le dossier. Ligne 2, le livre, Seul et aigri, Valentin. Ligne 3, le chat, les Angevins, Josiane, Valentin, Solange. Papa complice par silence. Le dossier commençait à s'épaissir. Et la soirée n'était même pas finie. J'ai levé mon verre de vin. À la famille, ai-je dit. Mon sourire était parfait. Mon esprit était un tribunal. Et l'audience venait de commencer. Je suis parti avant le café. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste posé 200 € en liquide sur la table pour couvrir les extras qu'ils avaient commandés, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. J'ai entendu Solange m'appeler, Isor? Tu pars déjà? On n'a pas fini. Je n'ai pas répondu. J'ai marché dans les rues froides d'Angers jusqu'à mon hôtel, l'hôtel d'Anjou. C'est un vieil hôtel magnifique, plein de charme. J'aime le contraste. Une fois dans la chambre, j'ai verrouillé la porte à double tour. Je ne me suis pas déshabillée. Je me suis assise sur le lit, dans le silence complet. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ce n'était pas la colère qui me tenait éveillée. Pas seulement. C'était le chagrin. Un chagrin profond, ancien, qui remontait à la surface comme une marée noire. Pourquoi? C'était la seule question qui tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi tant d'efforts de ma part, tant d'années à essayer d'être la fille parfaite, la sœur parfaite, était-il accueilli par tant de mépris? Pourquoi est-ce qu'il me détestait à ce point? Parce que j'avais réussi? Parce que j'étais partie de cette ville? Parce que je leur montrais, par ma simple existence, que leur propre vie était médiocre? Je me suis souvenu de ce Thanksgiving, il y a 5 ans. J'étais follement amoureuse de Thomas. Nous vivions ensemble depuis 2 ans à Lyon. J'avais appelé ma mère, excitée. Maman, est-ce que Thomas peut venir pour Thanksgiving? La réponse de ma mère avait été glaciale. Instantanée. Isor, Thanksgiving, c'est pour la famille. Mais maman, Thomas est ma famille. Nous vivons ensemble. Ce n'est pas ton mari. Thanksgiving, c'est pour la famille. N'insiste pas, tu me mets mal à l'aise. Elle avait raccroché. J'avais passé ce Thanksgiving seul dans mon appartement à Lyon. Thomas était parti voir ses parents, blessé que je ne me sois pas plus battue pour lui. J'avais pleuré devant un plat de pâtes au pesto, en regardant une vieille comédie romantique. J'avais envoyé une photo de mon assiette à Solange, en plaisantant, joyeux Thanksgiving de l'équipe d'une seule personne. Elle avait répondu par un emoji, pouce en l'air. Je me suis souvenu de la fois où j'avais eu ma grosse promotion. Directrice de la stratégie. J'avais 32 ans. J'avais appelé ma mère, si fière. Sa réponse, oh. C'est bien. Tu dois gagner beaucoup d'argent. Fais juste attention de ne pas devenir arrogante. Les hommes n'aiment pas les femmes qui réussissent trop. Pas de félicitations. Juste un avertissement. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie d'adulte à m'excuser. M'excuser d'exister. M'excuser de réussir. M'excuser de ne pas être Solange, la ratée charismatique, ou de ne pas financer Valentin, le raté agressif. J'étais la réussite silencieuse,
et il me punissait pour cela. Vers 3 heures du matin, l'insomnie est devenue productive. La tristesse s'est transformée en une colère froide, analytique. Mon cerveau de stratège a pris le dessus. Si c'était une conspiration, si c'était un schéma, il devait avoir laissé des traces. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à fouiller dans mes anciens emails. Des années d'archives. Et je l'ai trouvé. Un email envoyé à ma mère, Josiane, l'année dernière. Objet, plan stratégique Biotech Q4, pour info. J'avais été tellement fière de ce document. C'était mon meilleur travail, une analyse de marché complexe de 80 pages qui avait fait gagner des millions à ma boîte. Je l'avais envoyé à ma mère, stupidement, en lui disant, juste pour te montrer sur quoi je travaille. C'est un peu technique, mais je suis fière du résultat. Elle n'avait jamais répondu. Je m'étais dit qu'elle n'avait pas compris. Maintenant, j'ai regardé l'historique de l'email. Mon cœur battait la chamade. Transféré. Mon cœur s'est arrêté. Elle l'avait transféré. 30 minutes seulement après l'avoir reçu. 30 minutes. À qui? solange.martin@gmail.com. Solange. Ma sœur, la coach de vie, qui pense que la spiritualité remplace le travail. Solange, qui n'a pas la moindre idée de ce qu'est la biotechnologie, qui pense que les vaccins sont une conspiration. Je suis restée assise, regardant l'écran. Le silence de la chambre d'hôtel était assourdissant. J'ai ouvert ma note, le dossier. Ligne 4, l'email Biotech Q4, Josiane, Solange. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire de mon plan stratégique? La question m'a glacé le sang. Je ne savais pas encore à quel point la réponse était sordide. Et j'allais le découvrir le lendemain, grâce à l'intervention la plus inattendue. Le lendemain matin, à 9 heures, mon téléphone a vibré. Un texto de Josiane. Isor, il faut qu'on parle. J'ai été choquée que tu partes comme ça hier soir. C'était très impoli. Solange et Valentin sont très blessés. Viens déjeuner à la maison. 13 heures, une vraie réconciliation. Ils étaient blessés? Réconciliation. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. Ce mot, dans sa bouche, signifiait « Viens pour qu'on puisse te dire à quel point tu as mal réagi à nos blagues, et pour que tu t'excuses de nous avoir mis mal à l'aise. » J'allais refuser. J'allais lui écrire un message cinglant et prendre le premier train pour Lyon. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée brillante, née de ma colère froide. J'ai répondu, d'accord. 13 heures. Ensuite, j'ai appelé Mathis. Mathis est un collègue de Lyon. Il n'est pas seulement un collègue, il est notre meilleur analyste de données. C'est un esprit brillant, probablement légèrement sur le spectre autistique, ce qui le rend incroyablement direct, factuel, et totalement imperméable aux manipulations émotionnelles. Il ne comprend pas le sarcasme. Il ne comprend que les faits. Il est mon arme secrète. Par une chance incroyable, je savais qu'il était à Angers ce week-end. Il devait préparer une conférence technique à Nantes la semaine suivante et profitait de l'occasion pour visiter les châteaux de la Loire. Mathis, ai-je dit, j'ai besoin d'une faveur. Une très grosse faveur. Et j'ai besoin que tu portes un costume. Je lui ai tout raconté. Le gâteau. Le livre. Le chat. L'email. Il y a eu un silence. Puis il a dit, ces individus présentent un comportement narcissique classique avec des tendances à l'abus financier. Oui. Je serai là. C'est statistiquement fascinant. À 13 heures, j'ai sonné à la porte de mes parents. Josiane a ouvert, son visage préparé pour me faire la morale. Elle s'est figée quand elle a vu Mathis, impeccable dans son costume sombre, une mallette à la main, à côté de moi. Maman, ai-je dit, je te présente mon collègue, Mathis. Il m'accompagne. Il avait des choses à discuter avec moi. Le déjeuner fut un chef-d'œuvre de tension. Josiane et Solange, Valentin était absent, il avait mieux à faire, essayait de me coincer, mais la présence de Mathis, silencieux, observant, prenant des notes mentales, les déstabilisait. Il ne participait pas à leur small talk. Il les analysait. Finalement, autour du poulet rôti, trop cuit, comme toujours,
Josiane n'a pas pu se retenir. Elle devait reprendre le contrôle. Isor, dit-elle en posant sa fourchette avec un petit bruit sec, je suis contente que tu aies amené un ami. C'est bien pour toi de voir des gens. Tu sais, dit-elle en se tournant vers Mathis, son travail, c'est toute sa vie. Elle est brillante, vous savez. Ses idées sont merveilleuses. Elle s'est retournée vers moi. C'est juste dommage, Isor, que tu manques un peu de grâce sociale pour les exécuter. Tu as toujours été trop intense. Tu brusques les gens. Solange a ajouté, avec un sourire mielleux, c'est ce que je lui dis toujours. Elle doit apprendre à manifester la douceur. Elle est trop dans son masculin. C'est pour ça qu'elle est seule. J'ai serré les poings sous la table. C'était la même attaque que la veille. Mon cœur battait. J'allais répondre. Mais Mathis l'a fait avant moi. Il a posé calmement ses couverts. Il a essuyé sa bouche avec sa serviette. Il a regardé ma mère droit dans les yeux. Madame, a-t-il dit, d'une voix posée mais qui tranchait l'air, avec tout le respect que je vous dois, vous faites erreur. Silence de mort. Je suis analyste de données, a continué Mathis. Je travaille avec les chiffres, pas avec les manifestations. La capacité d'exécution d'Isor est la raison quantifiable pour laquelle notre fonds vient de lever 20 millions d'euros le trimestre dernier. Josiane a ouvert la bouche. Solange a arrêté de sourire. Son analyse, a poursuivi Mathis, n'est pas une idée. C'est un actif intellectuel de haut niveau. C'est le moteur de notre stratégie de croissance. La plupart des gens, moi y compris, n'ont pas la capacité d'analyse prédictive qu'elle possède. C'est pour ça qu'elle est directrice de la stratégie et que je ne suis que analyste senior. Il a fait une pause, puis a ajouté, en regardant Josiane, et si être intense signifie générer un retour sur investissement de 300% en 2 ans, alors oui, elle est incroyablement intense. Solange était bouche bée. Ma mère était devenue blanche. Elle pouvait m'intimider, moi, leur fille, leur sœur. Elle pouvait me traiter de déception. Mais elle ne pouvait pas intimider un expert en costume qui parlait de millions d'euros et d'actifs intellectuels. Je me suis levée. Pour la première fois de ma vie, dans cette maison, je n'avais pas honte. Je n'avais pas peur. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, maman, ai-je dit, ma voix calme. Mais tu ne vas pas insulter mon intelligence. Surtout quand tu n'y comprends rien. Le déjeuner est terminé. J'ai regardé Mathis. On y va. Nous sommes partis. Josiane et Solange n'ont pas dit un mot. Elles étaient pétrifiées. Dans la voiture de location de Mathis, je tremblais. Merci, ai-je réussi à dire. C'était incroyable. Ne me remercie pas, a dit Mathis en ajustant ses lunettes. Je n'ai fait que dire la vérité. Ces femmes sont toxiques, Isor. Et statistiquement, leur jalousie est proportionnelle à votre succès. Il a démarré la voiture. Et ce mot, ai-je pensé? Actif intellectuel, point. Ce mot qu'il a utilisé a déclenché quelque chose d'autre dans mon esprit. Une autre pièce du puzzle. Une pièce beaucoup plus sombre. De retour à l'hôtel, j'étais galvanisée. Actif intellectuel. J'ai dit à Mathis ce que j'avais trouvé la veille, l'email sur la biotech transférée à Solange. Mathis a froncé les sourcils. Solange, la coach de vie? Ça n'a aucun sens. Elle ne peut pas lire ce document. Sauf si, ce n'était pas pour le lire. C'était pour prouver qu'elle avait accès à vous. Pour impressionner quelqu'un d'autre. C'était une piste. Mais mon instinct me disait qu'il y avait plus. Si Josiane avait transféré cet email, qu'avait-elle transféré d'autres? J'ai dit au revoir à Mathis, qui partait pour Nantes. Je suis retournée dans ma chambre d'hôtel et j'ai recommencé à creuser. Cette fois, j'ai cherché les emails envoyés à mon père, Didier. Et j'ai trouvé un autre email. Il y a 2 ans. Mon père m'avait appelé. Il était confus au sujet du refinancement de leur maison. Isor, toi qui es doué avec les chiffres, tu peux m'aider à y voir plus clair? Ta mère s'inquiète pour notre retraite. J'avais été touchée. Mon père me demandait de l'aide. À moi. J'avais passé un week-end entier dessus.
Pas seulement pour leur refinancement. J'avais créé pour lui un plan financier complet pour leur retraite. Et, parce que j'étais fière, j'avais inclus un onglet « Exemple » dans le fichier Excel. Ce n'était pas juste un exemple. C'était un modèle complexe d'investissement immobilier locatif. J'avais passé des mois à le développer pour mes propres investissements personnels. J'avais utilisé des chiffres réels, basés sur mes propres projections de croissance, pour lui montrer comment un investissement initial de 80 000 € pouvait générer des revenus passifs, avec des projections fiscales, des calculs de rentabilité. C'était un bijou de planification financière. Je l'avais envoyé à mon père. Il m'avait répondu « Merci ». Très complet. Maintenant, je regardais la date de cet email. Il y a 2 ans. J'ai ouvert Instagram. Profil de Solange. Elle paradait. Des dizaines de photos d'elle sur un balcon en bois, face à la mer, un verre de rosé à la main. Lieu, Noirmoutier. La légende, tellement reconnaissante d'avoir manifesté ma maison de vacances de rêve. Quand on y croit très fort, l'univers vous répond. #blessed, #loi de l'attraction, #Noirmoutier. J'ai senti une vague de froid me parcourir. Non. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai cherché les registres publics de propriété de Noirmoutier. Ce n'est pas difficile à trouver si on sait où chercher. Non, Solange. Date d'achat, il y a 1 an et 11 mois. 1 mois après mon email à mon père. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai cherché les détails de l'hypothèque. L'apport. Le montant emprunté. J'ai ouvert mon fichier Excel. L'onglet « Exemple ». L'apport, 80 000 €. L'emprunt, 150 000 €. La rentabilité locative estimée, 12 000 € par an. C'était identique. Au centime près. Elle n'avait pas manifesté une maison. Elle n'avait pas cru très fort. Elle avait volé mon plan financier. Mon modèle. Mon actif intellectuel. Elle l'avait présenté à la banque comme le sien et avait obtenu le prêt. Et puis, j'ai vu la pire chose. La chose qui m'a brisé le cœur. Je suis retournée sur le post Instagram de Solange. La photo d'elle sur le balcon. J'ai regardé les commentaires. Le premier commentaire venait de mon père. Didier. Le comptable à la retraite. Il avait écrit « Très fier de toi, ma fille. Une gestion financière intelligente. » Il savait. Il savait que ce n'était pas le travail de Solange. Il savait que c'était le mien. Il est comptable. Il avait vu son plan, il avait vu le mien. Il avait vu sa fille voler l'autre. Et il l'avait félicité. Il était complice. Ce n'était plus de la cruauté. C'était une conspiration. C'était un vol financier familial. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert le dossier. J'ai tapé, mes doigts tremblants de rage. Ligne 5, le modèle Noirmoutier, Solange, voleuse. J'ai hésité. Puis j'ai ajouté. La trahison de ma mère était politique. Celle de mon père, c'était une trahison financière, professionnelle. C'était, à mes yeux, bien pire. Ce soir-là, le samedi soir, Josiane a encore appelé. J'ai décroché, fasciné par son audace. Isor? Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as humilié ta sœur et moi devant ton collègue. Valentin est furieux. Il y a des restes du poulet. Viens dîner. On doit parler. Parler de quoi, maman, ai-je demandé, ma voix vide. Parler de ton attitude. On s'inquiète pour toi. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. J'arrive, ai-je dit. Mathis m'avait texté, ne retourne pas dans la fosse aux lions. Les données suggèrent un danger imminent. Il avait raison. Mais j'y suis allée. Pas pour eux. Pour moi. Je devais leur donner une dernière chance. Une porte de sortie. Une chance d'avouer, ou au moins de se taire. L'ambiance était glaciale. Valentin était là, cette fois. Il me fusillait du regard. Solange faisait semblant de pleurer en silence. Josiane me regardait avec colère. Et Didier,
Mon père n'osait pas me regarder. C'était la seule confirmation dont j'avais besoin. J'ai posé ma fourchette. Je n'allais pas perdre de temps. Dis-moi, Solange, ai-je commencé, ma voix calme, cette maison à Noirmoutier. C'est un bel investissement. C'est drôle, parce qu'elle ressemble trait pour trait au modèle d'investissement que j'ai envoyé à papa il y a 2 ans. Solange est devenue blanche comme un linge. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction? Vraiment? Avec un apport de 80 000 € et un emprunt de 150 000 €, basé sur un modèle de rentabilité que tu n'aurais jamais pu calculer seul? Josiane s'est levée d'un bond. Isor. Ça suffit. Comment oses-tu? On est une famille. On partage. Non, ai-je dit, en me levant aussi. Ma voix était tranchante. On ne partage pas. Vous volez. Tu as volé mon travail, Solange. Et toi, papa, dis-je en me tournant vers lui, le forçant enfin à lever les yeux. Toi, le comptable. Tu l'as regardé faire. Tu savais que c'était mon modèle. Tu l'as félicité. Mon père a rougi, puis pâli. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a juste secoué la tête, l'air pitoyable. Écoutez-moi bien tous, ai-je dit, en les regardant un par un. C'est terminé. Je ne donne plus la permission à quiconque dans cette pièce de partager, transférer, ou utiliser la moindre information professionnelle ou financière venant de moi. C'est clair? Valentin s'est levé à son tour, menaçant. Tu nous menaces, maintenant? Tu te prends pour qui? Tu vas nous faire un procès, c'est ça? J'ai pris mon sac. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, Valentin. Je fais une promesse. Je suis parti. Je pensais que c'était fini. Je pensais que l'avertissement était clair. Je pensais qu'ils auraient enfin peur. J'avais tort. Le pire était encore à venir. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient juste en colère d'avoir été découverts. Je devais prendre le TGV pour Lyon le dimanche à 11 h. J'étais à l'hôtel, en train de fermer ma valise. Il était 10 h. J'étais épuisé, vidé. Mais j'étais presque soulagé. C'était fini. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'allais rentrer chez moi, changer mon numéro de téléphone, bloquer leurs emails, et passer à autre chose. J'allais les rayer de ma vie. J'ai zippé ma valise. Un sentiment de liberté commençait à poindre. Et puis, mon téléphone professionnel a vibré sur la table de nuit. Je l'ai regardé. C'était un email automatisé. Du service de sécurité informatique de ma boîte. J'avais mis en place ces alertes de sécurité renforcées sur tous mes dossiers classifiés après l'histoire de l'email Blitech. C'était une procédure standard pour le niveau de données que je manipulais. Objet, alerte sécurité, tentative de connexion non autorisée bloquée. Mon sang s'est glacé. J'ai ouvert l'email. Mes mains tremblaient. Une tentative d'accès non autorisé à vos dossiers protégés a été identifiée et bloquée à 10h02, heure de Paris. Dossier visé, prévision Q4 biotech confidentielle. C'était mon nouveau dossier. Mon travail des 3 derniers mois. Des données d'une valeur inestimable, protégées par plusieurs niveaux de cryptage. Méthode, utilisation d'un lien d'accès expiré, transféré depuis un compte externe, et tentative d'injection SQL basique. Et puis, la ligne finale. La ligne qui a fait basculer mon monde. Localisation de la tentative, Angers, France. J'ai laissé tomber le téléphone. Non. Non. Il n'avait pas osé. J'ai repris le téléphone. L'email contenait un rapport complet. Y compris l'adresse IP source. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai ouvert Google Maps. J'ai tapé l'adresse IP. Mon souffle s'est coupé. Elle correspondait. L'adresse IP de la maison de mes parents. Valentin. Ce n'était pas seulement Valentin. C'était Valentin, administrateur IT. Il n'essayait pas seulement d'accéder à un lien. Le rapport mentionnait une tentative d'injection SQL basique.
Il avait activement essayé de pirater les serveurs de mon entreprise. Après mon avertissement. Après ma promesse. Moins de 14 heures après que je l'ai regardé dans les yeux. Il n'essayait pas seulement de me voler. Il essayait de ruiner ma carrière. S'il avait réussi, ou même si la tentative avait été tracée jusqu'à ma famille sans que je l'aie signalé, j'aurais pu être licencié. J'aurais pu être poursuivi pour négligence grave. Il essayait de me détruire. Je me suis assise sur le bord du lit. Ma valise était là, prête. Et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Pas cette fois. Des larmes de rage. Des larmes de résignation. De clarté. Il ne s'arrêterait jamais. Il ne me laisserait jamais tranquille. Il continuerait à prendre, à voler, à m'utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que je sois à leur niveau, brisé et médiocre. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais juste qu'ils m'aiment. Ou, à défaut, qu'ils me laissent en paix. Mais ils avaient fait leur choix. Mon téléphone personnel a sonné. C'était Josiane. L'audace. J'ai décroché. J'ai essuyé mes larmes. Ma voix était froide, morte. Isor? Tu es en route pour la gare? Tu n'as même pas dit au revoir à ton père et moi. C'est très impoli. J'ai eu un rire sec. Non, maman. Je ne suis pas en route pour la gare. Ah, bien, dit-elle, soulagée. Tu as retrouvé la raison. Viens à la maison, on va? J'arrive, ai-je coupé. J'ai raccroché. J'ai transféré l'email de sécurité sur mon téléphone personnel. J'ai attrapé mon sac. Je n'allais pas à la gare. J'allais à la guerre. Et cette fois, j'apportais l'arme nucléaire. Je n'ai pas pris de taxi. J'ai marché. Les 10 minutes de marche de l'hôtel à la maison de mes parents. J'avais besoin de l'air froid pour fixer ma résolution. Chaque pas était lourd, définitif. Fini la tristesse. Fini la culpabilité. Il ne restait que la glace. Je suis arrivé devant la porte d'entrée. Je n'ai pas sonné. J'avais encore ma clé. Je suis entré. Ils étaient tous dans le salon. Josiane, Didier, Solange, Valentin. Ils buvaient leur café du dimanche matin, en lisant le journal, comme si de rien n'était. Une famille française normale. Comme s'ils n'avaient pas passé le week-end à me dépecer. Comme si Valentin n'avait pas tenté de commettre un crime fédéral 1 heure plus tôt. Ils se sont tus quand je suis entré. La tasse de Josiane s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Tu as oublié quelque chose, a demandé Josiane, agacée. Non, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas haussé la voix. Je me suis avancée vers la table basse. J'ai posé mon téléphone professionnel, écran allumé, sur la table, au milieu des tasses à café. J'ai pointé l'email de la sécurité. Ceci est arrivé à 10h de ce matin. Depuis cette adresse IP. Depuis cette maison. Valentin est devenu rigide. Il a lâché sa cuillère. Solange a été la première à attaquer. C'est toujours elle. L'attaque est la meilleure défense. Tu es incroyable. Tu reviens ici pour nous accuser? Tu es paranoïaque. Tu essaies toujours de détruire cette famille. Josiane a enchaîné, sa voix montant dans les aigus. Isor, arrête ton cinéma. C'est sûrement une erreur de tes collègues. Valentin ne ferait jamais une chose pareille. Dis-lui, Valentin. Valentin ne disait rien. Il était livide. J'ai prévenu maman, et dis-je, en la coupant net. Je vous ai prévenu hier soir. J'ai dit que je ferais une promesse. Ils me regardaient. Ils attendaient que je pleure, que je crie. Ils attendaient que je sois Isor l'hystérique, Isor la déception. Je leur ai offert Isor la stratège. J'ai sorti mon téléphone personnel. J'ai ouvert un email que j'avais préparé dans mes brouillons, juste au cas où. Je l'avais rédigé la nuit dernière. Les destinataires étaient prêts. Mon avocat personnel. Mon avocat d'entreprise. Et Antoine Dubois, le journaliste d'investigation le plus redouté du magazine Capital. Je l'avais rencontré lors d'une conférence l'année d'avant. Il m'avait donné sa carte.
Appelez-moi si vous avez un scandale financier. J'adore ça. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Solange, sa voix commençant à trembler. Elle avait vu le nom « Capital » dans le champ « A ». Vous m'avez posé une question hier, Valentin, ai-je dit sans le regarder. Tu m'as demandé si je vous menaçais d'un procès. J'ai ouvert la pièce jointe. Un fichier .zip. Dossier-bas famille-bas angevine.zip. Un procès, c'est long, ai-je dit. C'est cher. Et c'est privé. Vous ne méritez pas le privé. J'ai montré l'écran à ma mère. Ceci, maman, ce n'est pas une salle d'audience. C'est moi qui montre mon travail. Ligne 1, le gâteau. Ligne 2, le livre. Ligne 3, le chat WhatsApp. Ligne 4, l'email Bitech. Ligne 5, l'analyse financière de la maison de Noirmoutier comparée à mon modèle Excel. Et ligne 6, le journal de connexion de ce matin, prouvant une tentative de vol de données d'entreprise et de piratage. Josiane a porté la main à sa bouche. Ses yeux étaient exorbités. Isor, non. Non, tu ne ferais pas ça. C'est ta famille. Tu m'as appris une chose, maman, ai-je dit, ma voix toujours aussi plate. Tu m'as appris vendredi soir que c'était juste une blague. Alors considère ceci comme ma version d'une blague. Je les ai regardés. Tous. Mon père, qui me regardait enfin, horrifié. Valentin, qui transpirait. Solange, qui commençait à pleurer pour de vrai, des larmes de peur, pas de spectacle. Josiane, qui me suppliait du regard. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le petit son d'envoi a résonné dans le silence. J'ai rangé mon téléphone. Bon dimanche. Je me suis retournée et je suis partie. Les cris ont commencé avant même que j'aie atteint la porte. Isor. Reviens. Annule ça. Isor. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché jusqu'à la gare. J'ai acheté un nouveau billet pour le prochain train. Le TGV filait vers Lyon. L'article serait publié le lendemain matin. Je ne savais pas si j'avais gagné ma liberté ou si j'avais juste tout fait exploser. Il s'est avéré que c'était les deux. Le lundi matin. 8 heures, l'article est paru. En une du site web de Capital. Le titre était dévastateur, l'investisseuse silencieuse, comment une stratège en biotechnologie a financé sa famille avant qu'il ne la trahisse. Antoine Dubois n'avait pas mâché ses mots. C'était un article factuel, précis, chirurgical, et soutenu par des documents. Il avait publié des extraits de l'email Bitech, en cachant les données sensibles de ma boîte, bien sûr. Il avait publié une analyse financière côte à côte de mon modèle et de l'achat de Noirmoutier, avec l'avis d'un expert financier indépendant. Il avait publié le rapport d'incident de sécurité, anonymisé, de la tentative de piratage. Il avait même inclus la photo du gâteau. C'était une exécution professionnelle. À 8h05, mon téléphone professionnel a explosé. Mon patron. Isor, j'ai lu l'article. Je n'en reviens pas. Vous avez bien fait de nous signaler la tentative d'intrusion. Prenez la semaine. Prenez le mois. Nous vous soutenons à 100%. Puis les amis, les collègues, les anciens camarades de classe. Isor, tu vas bien? Je n'en reviens pas. Quel courage! Et puis, à 10h, la contre-attaque est arrivée. Solange. Bien sûr, Solange. Elle ne pouvait pas se battre sur les faits. Alors elle s'est battue sur l'émotion. Elle a posté sur Instagram un carrousel de 10 photos. La première était un selfie flou, en noir et blanc, où elle avait l'air de pleurer, les yeux rouges. Les autres étaient des photos de nous, enfants. À la plage. À Noël. Des photos de familles heureuses, innocentes. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation narcissique. Mon cœur est brisé. Aujourd'hui, ma sœur a choisi la vengeance plutôt que la famille. Elle a choisi de brûler les ponts plutôt que de guérir. Certaines personnes ne supportent pas d'être confrontées à la vérité de leur propre douleur, alors elles préfèrent détruire tout le monde autour d'elles. J'ai toujours aimé ma sœur, même quand elle rendait les choses difficiles. J'espère juste qu'un jour, elle trouvera la paix.
Nous serons toujours là pour elle. Hashtag famille dièse cœur brisé, hashtag guérison, hashtag tristesse. Les commentaires ont afflué. Courage, Solange. Ta sœur est un monstre. La famille, c'est sacré, ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle jouait la victime. Elle essayait de retourner l'opinion publique contre moi, de me faire passer pour la méchante, l'instable. J'ai regardé son poste. J'ai respiré. Tu veux jouer à ça, Solange? D'accord. Elle jouait les victimes. J'allais jouer l'auditrice. J'ai ouvert Twitter. J'avais un compte professionnel, suivi par de nombreux journalistes et acteurs de la finance. Puisque nous parlons d'argent, de vérité et de famille, ai-je tweeté. Voici la vérité. Tweet 1, 6 juin, une capture d'écran de Solange me demandant 4 000 € l'année dernière pour payer ses dettes de carte de crédit qu'elle avait cachées à son mari. Je les ai payées. Hashtag famille. Tweet 2, et voici une analyse comparative de son plan d'affaires génial pour la maison de Noirmoutier à côté de mon modèle financier personnel. Similarité, 95%. La loi de l'attraction, à bon dos. Hashtag reçu. Tweet 3, et quant à l'amour familial et à quel point j'étais difficile, voici le gâteau d'anniversaire qu'elle m'a offert vendredi. Joyeux anniversaire à moi. Hashtag plus grande déception. J'ai posté la photo du gâteau. La marée s'est inversée en moins d'une heure. Les bien-pensants qui soutenaient Solange se sont tus. Les journalistes ont commencé à reprendre mes tweets. Le hashtag plus grande déception a commencé à monter. Le public n'aime pas les intimidateurs. Et j'avais les reçus. Elle était battue sur le terrain des faits. Mais ma famille a toujours eu une dernière arme. Quand les faits ne marchent pas, ils attaquent la personne. Et l'attaque la plus vile était encore à venir. Mardi soir. J'étais épuisée. J'avais coupé mon téléphone personnel. Mais un message est passé sur WhatsApp, d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était Solange. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que tu es maligne? Tu as tout ruiné. J'allais bloquer le numéro. Et puis, une image est arrivée. C'était une capture d'écran. Une très vieille conversation privée. De moi à Thomas, mon ex-petit ami, celui que ma mère avait refusé d'inviter à Thanksgiving. C'était juste après une dispute téléphonique horrible avec ma mère, il y a 3 ans. J'avais écrit « Je n'en peux plus, Thomas. Je n'en peux plus de son hypocrisie. Parfois, je la déteste. Je déteste ce qu'elle me fait ressentir. J'ai l'impression qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé. C'était un moment de faiblesse. De douleur brute. Privé. Confidentiel. Solange avait dû fouiller dans mon vieil ordinateur portable, celui que j'avais laissé chez mes parents. Le message suivant de Solange est arrivé. Retire tout. L'article, les tweets. Tout. Fais une déclaration publique en disant que tu as menti, que tu étais dans un épisode maniaque. Sinon, j'envoie ça à tout le monde. À toute la presse. Au magazine People. Qu'ils voient la vraie fille que tu es. Une fille qui déteste sa mère. Mon cœur s'est serré. J'ai eu la nausée. J'ai eu peur. Vraiment peur. C'était bas. C'était méchant. C'était personnel. C'était l'arme nucléaire émotionnelle. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Quand les faits ne marchent pas, ils attaquent les sentiments. Ils trouvent votre point le plus vulnérable et ils appuient dessus de toute leur force. Ils essayaient de me faire chanter avec ma propre douleur. Une douleur qu'ils avaient eux-mêmes infligée. J'ai regardé la capture d'écran. Mes propres mots, utilisés comme une arme. Puis j'ai regardé l'article de Capital. Ils essayaient de me faire chanter avec mes sentiments, pendant que je les exposais pour vol et fraude. J'ai respiré profondément. J'ai pensé à la peur que j'avais ressentie toute ma vie. La peur de ne pas être aimée. La peur d'être la plus grande déception. La peur d'être une mauvaise fille. Et j'ai réalisé. Je l'étais déjà, à leurs yeux. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai tapé ma réponse. Mes doigts étaient fermes. Vas-y, Solange.
Publie-le. Dis à tout le monde que j'étais triste. Dis-leur que vous m'avez fait du mal. Tu ne ferais que confirmer mon histoire. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le nouveau numéro qu'elle a utilisé 10 minutes plus tard. J'ai éteint mon téléphone. C'était leur dernière balle. Ils avaient tiré. Et ils m'avaient raté. Maintenant, c'était vraiment fini. Solange n'a jamais publié la capture d'écran. Bien sûr que non. Elle n'est pas stupide à ce point. Elle savait qu'elle avait perdu. Elle savait que cela se retournerait contre elle, la faisant passer pour encore plus monstrueuse. Elle a bien tenté une dernière fois. Elle est allée pleurer sur un petit podcast bien-être, animé par une amie à elle. Elle a parlé de blessures familiales transgénérationnelles et de dynamiques complexes. Elle n'a jamais mentionné le vol, ni l'argent. Elle a conclu en disant, les larmes dans la voix, je lui pardonne. Vraiment. J'espère juste qu'un jour, Isor pourra se pardonner à elle-même d'avoir fait ça. C'était pathétique. L'audio a été écouté quelques milliers de fois et a disparu. Pendant ce temps, Josiane, ma mère, a essayé une autre tactique. L'attaque par procuration. Elle a envoyé un email à Mathis, mon collègue. Mathis, je sais que vous êtes l'ami d'Isor. Je vous écris en tant que mère inquiète. Isor ne va pas bien. Elle est fragile. Elle est en pleine dépression. Dites-lui d'arrêter. Elle détruit la famille. Dites-lui de rentrer à la maison. Sa mère l'aime et lui pardonne. Mathis me l'a transféré avec un seul mot, bloqué? J'ai répondu, déjà fait. J'étais dans mon appartement à Lyon. Il était propre, calme. Le soleil se couchait sur le Rhône. C'était paisible. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai ouvert mon compte d'investissement personnel. J'ai regardé le chiffre. Puis j'ai pensé aux 50 000 € que Valentin avait voulu me soutirer, cet argent qui avait été le début de sa haine. J'ai fait un virement. 50 000 €. Non pas à lui. Je gère un petit fonds de mentorat à but non lucratif que j'ai créé il y a 2 ans. Il vise à aider les jeunes femmes issues de milieux modestes à poursuivre des carrières dans les sciences et la finance, STEM. J'ai créé une nouvelle bourse. Le fonds de reconstruction Isor, une bourse d'urgence de 5 000 € pour les femmes survivantes de gaslighting familial et d'abus financiers, pour les aider à payer les frais juridiques, une caution pour un appartement, ou un déménagement afin de s'échapper. Je n'ai pas fait de post Instagram. Je n'ai pas fait de tweet. J'ai juste mis à jour le site web du fonds. Le lendemain, un email est arrivé dans la boîte de réception du fonds. Bonjour. Je ne sais pas si vous lirez ceci. Je m'appelle Sarah. J'ai lu votre histoire dans Capital. J'ai reconnu ma propre famille. Mon frère utilise mes comptes, ma mère me dit que je suis folle. Je n'osais pas partir. J'ai lu votre histoire, et j'ai réalisé que je n'étais pas folle. J'ai quitté la maison de ma mère hier soir avec mes enfants. Je suis terrifiée. Merci. J'ai regardé cet email pendant longtemps. Je n'avais pas gagné une guerre. Je n'avais pas cherché la vengeance. J'avais gagné ma liberté. Et peut-être, juste peut-être, j'avais aidé quelqu'un d'autre à trouver la sienne. 2 semaines ont passé. Le silence d'Angers était assourdissant. Puis les échos me sont parvenus. Non pas par eux, mais par le monde extérieur. J'ai appris par une connaissance dans le marketing que Solange avait perdu son partenariat le plus lucratif. Une grande banque éthique qui sponsorisait son podcast. Le service de conformité de la banque n'aimait pas être associé à quelqu'un dont les « finances intelligentes » provenaient, de toute évidence, d'un vol de propriété intellectuelle. J'ai appris que l'entreprise de Valentin l'avait suspendu administrativement. Il n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'un de leurs administrateurs IT soit publiquement accusé d'avoir tenté de pirater les serveurs d'une autre entreprise. Une enquête interne était en cours pour violation grave de l'éthique professionnelle. Quant à Josiane et Didier, ils étaient devenus des fantômes. Des amis de la famille m'ont dit qu'ils ne sortaient plus. Ils s'étaient murés dans leur maison d'Angers, dans leur silence. Je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. J'ai ressenti du vide. Et puis, de la paix.
C'était le prix à payer. Le prix de ma liberté était leur réputation. Et j'étais prête à le payer. La semaine suivante, j'étais invitée à prendre la parole lors de l'événement « Femmes en biotechnologie » à Lyon. J'avais failli annuler. Je suis montée sur scène. J'ai regardé les 300 visages dans la salle, principalement des femmes, jeunes et ambitieuses. J'ai mis mes notes de côté. Bonjour, ai-je commencé. J'allais vous parler d'analyse prédictive. Mais je vais vous parler d'autre chose. J'ai longtemps cru qu'être la brebis galeuse de ma famille signifiait que je devais me battre plus fort pour être incluse. Que je devais travailler 2 fois plus pour prouver ma valeur à ceux qui refusaient de la voir. Mais j'ai réalisé quelque chose, ai-je continué, ma voix se raffermissant. Parfois, la brebis galeuse n'est pas le problème. Parfois, la brebis galeuse est juste la première à voir le loup. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour guérir. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour tracer vos propres limites. Vous avez juste besoin du courage de partir et de construire votre propre château, au lieu de nettoyer le leur. L'applaudissement qui a suivi était réel. Ce n'était pas le rire forcé d'un dîner de famille. C'était de la reconnaissance. J'ai quitté la scène. Je n'étais plus la déception. Je n'étais plus la victime. Je ne savais pas encore qui j'étais, mais pour la première fois, j'étais libre de le découvrir. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai commencé à nettoyer mon bureau. J'ai trouvé le billet de TGV original que j'avais acheté pour Angers. Celui du dimanche matin, 11h. Celui que je n'avais pas pris. Je l'ai regardé pendant un long moment. Le symbole de mon ancienne vie. De mon obligation. Puis, méthodiquement, je l'ai déchiré en petits morceaux et je l'ai jeté à la poubelle. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous croient pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de leur amour pour vous aimer vous-même. Et vous n'avez certainement pas besoin de leur permission pour tracer vos propres limites, ou de leur pardon pour guérir. Quand vous choisissez la paix plutôt que de passer votre vie à prouver que vous avez raison, tout change. Vous perdez ce que vous pensiez être votre famille, mais vous gagnez votre vie. Alors dites-moi, dans votre famille, dans votre vie, vous êtes-vous déjà senti comme Isor? Avez-vous déjà dû choisir votre bien-être, votre santé mentale, avant ceux qui disaient vous aimer, mais dont les actes prouvaient le contraire? Que diriez-vous aujourd'hui à la version de vous-même qui est restée silencieuse pendant beaucoup trop longtemps? Laissez une minute dans les commentaires si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché. Ou dites-moi simplement depuis quelle ville en France, ou ailleurs dans le monde, vous m'écoutez ce soir. Si vous n'avez pas été d'accord avec mes choix, si vous pensez que j'ai eu tort, que j'aurais dû pardonner, que la famille est sacrée quoi qu'il arrive, je veux aussi le savoir. Ayons une vraie conversation dans les commentaires. Ce sujet est important. Et enfin, si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si vous voulez en entendre d'autres, des histoires vraies, des histoires qui comptent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Prenez soin de votre paix. Vraiment. Elle est plus importante que tout ce qu'on a pu vous apprendre.